Alors, bonjour tout le monde. Notre prochain invité, malgré son jeune âge, a déjà depuis longtemps baigné dans le militantisme. En effet, dès son enfance, il accompagne ses parents dans de nombreuses manifestations et assemblées syndicales. Depuis, il a milité à l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, l'ASSÉ, mais s'est surtout fait connaître pour son rôle de co-porte-parole à la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, la classe. Dans le cadre de la lutte du mouvement étudiant de 2012, mieux connu sous le nom de Printemps érable, l'organisation regroupait alors plus de 100 000 étudiants québécois. L'enjeu des alliances fut au centre du conflit, puisque les leaders et porte-parole des organisations étudiantes ont dû assurer la cohésion du groupe et des revendications, malgré des différences importantes de culture et de fonctionnement. Auteur de l'essai « Tenir tête » lancé en 2013, collaborateur régulier à l'émission « C'est pas trop tôt » sur les ondes de Radio-Canada et étudiant à la maîtrise en sociologie à l'UQAM, il commente régulièrement l'actualité pour défendre des idéaux de justice sociale, d'écologie et d'équité. Pour ne pas le nommer comme M. Charest l'a déjà nommé, le diable en personne, nous avons un invité de marque pour la Fédération. Il me fait plaisir de vous présenter Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour tout le monde. Bonjour chers amis, chers camarades. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici cet après-midi parmi vous. J'aimerais commencer par évidemment remercier la FIC de l'invitation. Ça prend de nos jours beaucoup de courage pour aborder certains enjeux, pour avoir certaines discussions. On vit dans un monde où ces occasions-là existent de moins en moins. On a un appareil médiatique qui nous donne de moins en moins cette chance de discuter, de débattre des enjeux qui pourtant sont fondamentaux. Je profite également du moment que vous m'accordez pour transmettre mes félicitations aux gens qui viennent tout juste d'être réélus sur votre exécutif. Et je tiens, en mon nom tout personnel, à saluer également l'engagement à long terme de votre présidente, Mme Régine Laurent, qui, depuis plusieurs années déjà, est un modèle d'implication, un modèle d'engagement politique, non seulement de défense de droits, non seulement de défense des conditions de travail, mais également de défense des services publics pour les jeunes dont je fais partie. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant qu'étudiant, en tant que jeune, mais aussi et surtout en tant qu'allié indéfectible du mouvement syndical. Je n'ai pas envie ce matin de vous faire la leçon. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. J'ai envie, de manière beaucoup plus humble, de vous partager certaines réflexions. J'ai décidé de vous parler donc de trois choses. J'ai décidé de vous parler de confiance, de lutte et de solidarité. D'abord, je voudrais vous parler de confiance, la confiance que le mouvement syndical doit conserver en ses luttes et en ses revendications historiques. Nous le savons, le syndicalisme traverse des moments difficiles, on le répète depuis des années maintenant. Dans l'espace public, les organisations syndicales sont systématiquement placées sur la défensive. Vous connaissez ces attaques-là, vous les entendez aussi souvent que moi. On assiste à une montée de la droite qui met dans l'espace public beaucoup de pression sur les organisations syndicales. La stratégie du patronat et de ses alliés, de ses véhicules politiques est très simple. Il s'agit de délégitimer l'action politique des syndicats, de les restreindre le plus possible à une défense légaliste des conditions de travail. Et dans les faits, il faut admettre que la judiciarisation croissante des relations de travail tend justement à monopoliser de plus en plus les ressources et les énergies du mouvement syndical.
Parallèlement, disons en réaction à cette tendance-là objective, le syndicalisme subit également une critique par sa gauche. De l'intérieur, beaucoup, on entend de plus en plus de critiques, donc de l'intérieur des organisations syndicales, on entend de plus en plus de critiques, des critiques qui sont de plus en plus dures. Bureaucratisation, corporatisme, déficit démocratique, ce sont des critiques sévères et ce sont des critiques sérieuses. Il faut les considérer. Un nombre grandissant de militantes et de militants reprochent à leurs organisations syndicales de s'éloigner de leur raison d'être fondamentale, c'est-à-dire la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la majorité. Pas seulement des membres des organisations syndicales, mais de la majorité des travailleurs et des travailleuses. Le mouvement syndical se trouve donc actuellement pris un peu entre deux feux. Entre d'une part une critique de droite qui veut le restreindre à une gestion technocratique des relations de travail, et disons une critique de gauche qui s'attend à ce que le mouvement syndical soit un véhicule de changement social profond. Le mouvement syndical est coincé entre ces deux critiques. Et je crois que notre mouvement, je parle au nous parce que je considère humblement, en tant qu'allié, que j'en fais partie, je crois que notre mouvement répond mal à ces deux critiques. Trop souvent, nous voulons sauver les meubles, et pour sauver les meubles, nous renouons avec la logique de ce qu'on appelle le deuxième front. Trop souvent, on ajoute à la défense quotidienne des conditions de travail des campagnes secondes, parallèles, sur des enjeux politiques et sociaux. Et on assiste donc trop souvent à un dédoublement du discours dans le mouvement syndical. D'un côté, un discours qui défend les acquis, qui défend les conditions de travail, et de l'autre, en parallèle, de manière presque totalement indépendante, un discours politique plus large, plus idéologique. Et trop souvent, ces deux discours-là évoluent de manière séparée, de manière indépendante, et ce qui nous manque, je crois, de plus en plus, c'est une articulation cohérente et intelligente entre ces deux axes de discours-là, qui pourtant sont les deux importants pour le mouvement syndical. Souvent, quand je fais des conférences, quand je participe à des discussions, on me demande quelle a été la raison, quelles sont les raisons du succès qu'a connu la mobilisation étudiante de 2012. Je crois qu'une de nos forces en 2012 aura justement été de trouver cette articulation-là, de trouver ce point de jonction nécessaire entre, d'une part, notre demande syndicale de l'époque, qui après tout était très simple. Il s'agissait de bloquer une hausse des frais de scolarité en particulier, mais d'articuler justement donc cette demande pragmatique, voire corporatiste, à un discours idéologique plus large qui demandait des changements sociaux plus fondamentaux. Et il me semble qu'il y a là, dans cette articulation-là, que je crois on a réussi à trouver en 2012, quelque chose dont on peut s'inspirer dans le mouvement syndical. Il faut éviter à la fois le piège du corporatisme et le piège du maximalisme, le piège de la naïveté. Le mouvement syndical sera un acteur de changement social lorsqu'il commencera par gagner ses propres luttes pragmatiques pour s'en servir parallèlement, simultanément, comme tremplin vers des réformes plus larges. Le mouvement syndical sera capable d'imposer ces réformes plus larges lorsqu'il aura tout d'abord construit un rapport de force solide sur le terrain de ses luttes quotidiennes et concrètes. Au fond, j'essaie de dire une chose qui est très, très simple. Je ne crois pas qu'il y ait dans le syndicalisme, je ne crois pas qu'il doive y avoir deux fronts. Je pense qu'il y a un seul front. Et il faut arrêter d'avoir honte ou d'être gêné de dire clairement qu'on défend avant tout, comme syndicaliste, des conditions de travail quotidiennes, qu'on défend des acquis
Il ne faut pas avoir peur de dire qu'en même temps, en faisant ça, on défend aussi un projet de société. On défend aussi des valeurs et des principes qu'on croit universels et qu'on veut et qu'on a l'ambition d'étendre à l'ensemble de la société. Et il faut refuser de dissocier ces deux choses-là, malgré que ce soit constamment ce qu'on nous demande dans les médias. C'est constamment ce que le patronat va nous demander, c'est constamment ce que la droite va nous demander, c'est ce qu'on nous a demandé en 2012 comme étudiants. Mais là, parlez des frais de scolarité, là, mais parlez pas d'autre chose. Ça vient mêlant quand vous parlez d'autres choses. Il faut refuser de faire ce choix-là. Il faut dire non, on va parler de tout ça en même temps. Et c'est cette confiance-là en nous-mêmes que je pense qu'il faut retrouver. Une confiance que le mouvement syndical a déjà eue. Et la lutte étudiante du printemps 2012, je crois, nous donne un exemple des victoires qui sont possibles quand on renoue avec cette confiance-là profonde en nos principes, en nos revendications, en nos moyens de lutter. Et c'est justement la deuxième chose dont je voulais vous parler cet après-midi. Je voulais vous parler de lutte. Parce que ce qui est clair, c'est que la réconciliation des deux fronts dont je parle, elle ne se fera que par un retour à une stratégie syndicale très particulière. Au retour à une stratégie syndicale combative. Il faut comprendre que les gens que nous avons devant nous quand nous manifestons, quand nous revendiquons, notre élite politique et économique, elle, a très bien compris que la progression de ses intérêts, comme groupe, passait par une stratégie offensive, sur tous les plans. Le milliardaire américain Warren Buffett, parmi les hommes les plus riches du monde, déclarait il y a quelques années dans une entrevue au New York Times la chose suivante. Je vous le cite en anglais. Il disait « Right, there's a class warfare. All right, but it's my class, the rich class, that's making that war. And we are winning it. » Ce que Warren Buffett disait de manière très candide, pour faire la traduction, il dit donc, je le relis en français, « Oui, tout à fait, il y a une lutte des classes. Mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait cette guerre, et c'est ma classe qui est en train de la gagner. » Warren Buffett a doublement raison. Il a raison quand il dit qu'il existe encore de nos jours une lutte des classes. Il a aussi raison sur le fait que malheureusement, elle est devenue unilatérale. Notre élite politique et économique a tout à fait compris quels étaient ses intérêts comme groupe dans la société et il a décidé de mettre en place une stratégie offensive pour faire triompher ces intérêts-là à l'échelle de la société. Et Warren Buffett le disait lui-même de manière tout à fait transparente. Je pense qu'il faut tirer une leçon de cet aveu-là. Il faut tirer une leçon, il faut se dire peut-être qu'il a raison. Et peut-être qu'on le veuille ou non, on est entraîné dans cette lutte-là. On dit souvent que les crises sont des opportunités. Mais il ne faut pas croire que les crises vont faire tout le travail. Depuis l'effondrement financier de 2008, rien n'indique un affaiblissement du néolibéralisme, au contraire. Pourquoi? Parce que les conditions politiques de son hégémonie sont toujours bien en place, sont toujours bien solides. Les militants syndicaux, tous les gens qui militent pour la justice et la solidarité, doivent reconnaître la nature de leur tâche. Et cette tâche-là, c'est mettre en place les moyens nécessaires pour répondre aux attaques qui nous sont faites. En 2012, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ça n'a pas trop mal fonctionné finalement. Et c'est la preuve que Sénèque avait raison quand il disait
que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que tout devient difficile. En 2012, une poignée de jeunes ont osé. Ça n'a pas trop mal fonctionné finalement. Mais il appartient aujourd'hui à ceux qui, à l'époque, les appuyaient et les applaudissaient, de démontrer qu'ils ont retenu ces leçons-là et que leurs encouragements n'étaient pas que cyniques. Et qu'ils ont retenu cette leçon que je crois être la première leçon de ce printemps 2012, qui est au fond exactement ce que disait Warren Buffett. C'est que sans lutte, il n'y a aucun progrès. J'aimerais vous citer l'Américain Frédéric Douglass qui écrivait la chose suivante. Il disait « Toute l'histoire des progrès de la liberté humaine démontre que chacune des concessions qui ont été faites à ces nobles revendications ont été conquises de haute lutte. Là où il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Ceux qui professent vouloir la liberté mais refusent l'activisme sont des gens qui veulent la récolte sans le labour de la terre, la pluie sans le tonnerre et les éclairs. Ils voudraient l'océan, mais sans le grondement terrible de toutes ses eaux. » Je crois qu'il y a là une leçon à retenir et je crois que comme syndicalistes, il nous faut revenir à cette stratégie combative. Et je crois que c'est bien davantage par cette stratégie combative-là, par cette approche offensive sur la base des conditions de travail concrètes, qu'on pourra influencer l'agenda politique général et servir de catalyseur politique au changement social, plutôt qu'en adoptant des pétitions de principe, des plateformes générales, des campagnes un peu abstraites. Si le mouvement syndical fait ça, il va se faire reprocher de chercher la confrontation. Il va se faire dire qu'il est de mauvaise foi. Il va se faire dire qu'il cherche les problèmes. C'est ce qu'on a dit du mouvement étudiant. C'est ce qu'on va dire au mouvement syndical. C'est le mouvement syndical s'affiche aussi clairement dans une position de confrontation. Mais je pense qu'il faudra à ce moment-là répondre une chose. Il faudra répondre à ces attaques en disant la confrontation, on ne l'a pas cherchée, on l'a trouvée. Parce qu'elle existe déjà, cette confrontation-là. Les attaques, elles sont déjà là. Depuis 15 ans, la confrontation, elle existe. Et ce n'est pas le mouvement syndical qui l'a cherché, ce n'est pas le mouvement syndical qui l'a créé, la confrontation. Depuis 15 ans, ce n'est pas le mouvement syndical qui privatise, ce n'est pas le mouvement étudiant qui coupe en éducation, ce n'est pas le mouvement communautaire qui coupe dans l'aide sociale. Ce n'est pas le mouvement syndical qui augmente les frais de scolarité, ce n'est pas lui qui menace les retraites, ce n'est pas lui qui instaure la taxe santé, ce n'est pas lui qui privatise, qui coupe. Ni le mouvement syndical, ni le mouvement féministe d'ailleurs, ni le mouvement étudiant, ni le mouvement communautaire. C'est pas le mouvement syndical qui a jeté les travailleurs de Rio Tinto Alcan dans la rue en prenant une région au complet en otage. C'est pas le mouvement syndical qui a mis les travailleurs et les travailleuses du Journal de Montréal pendant 1 an dans la rue. C'est pas le mouvement syndical qui veut confisquer aux fonctionnaires fédéraux le droit fondamental de négocier ses conditions de travail. Oui, il y a de la confrontation au Québec, au Canada. Mais cette confrontation-là, on ne l'a pas créée. Cette confrontation-là, elle vient de l'élite, elle vient du patronat, de ses véhicules politiques, elle vient de ses véhicules médiatiques aussi, qui ont décidé, eux, de confronter le mouvement syndical et qui ont décidé de le détruire. Il suffit de regarder un peu ce qui se passe de l'autre côté de la rivière des Outaouais, de regarder quels sont les plans du gouvernement Harper pour le mouvement syndical. Ses intentions sont claires. Il veut détruire la possibilité même des mobilisations syndicales.
C'est grave, ça. Moi, comme jeune de 24 ans, ça m'inquiète. Et j'ai envie de lutter avec vous pour que ça n'arrive pas. Il va falloir accepter qu'il y a de la confrontation. Il va falloir accepter d'être dans la rue. Il va falloir accepter que ces gens-là sont aussi, voire plus déterminés que nous, et que ça va prendre la force du nombre pour les faire reculer. Et je crois qu'au fond, on a un choix, mais en fait, un choix qui n'en est pas vraiment un. Le choix qu'on a, c'est en fait, devant ces attaques objectives, c'est de répondre ou de perdre. Moi, je préfère qu'on réponde, bien honnêtement. Mais pour le faire, et c'est la troisième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, on va avoir besoin de solidarité. Et c'est la troisième chose dont je voulais vous parler. La solidarité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à gauche, qu'on utilise beaucoup dans le mouvement syndical. C'est devenu même un slogan, un mot un peu étendard. On ne se questionne pas souvent sur sa signification profonde. Et souvent, c'est un mot qu'on prend un peu à la légère, je trouve. Je vais parler de mon expérience, de ma courte et intense expérience à moi comme militant. L'expérience de solidarité que j'ai vécue, c'était durant le printemps 2012, où on s'est retrouvé avec 3 organisations étudiantes très différentes, 3 organisations étudiantes qui avaient des cultures politiques, des cultures organisationnelles différentes, 3 associations étudiantes nationales qui fonctionnaient de manière très différente, avec des approches opposées souvent. On avait sur certains points même pas les mêmes revendications. On ne représentait pas les mêmes gens. Et ça a été un travail très dur et très long et très risqué que de créer cette espèce de front commun pendant près de 6 mois contre le gouvernement libéral. Ça a pris une quantité d'investissement politique et personnel incroyable pour arriver à ce que ça tienne, malgré un adversaire, un gouvernement qui, dès le départ, avait comme première stratégie, comme premier élément stratégique de diviser le mouvement en diabolisant la classe. C'était sa stratégie dès le départ au gouvernement libéral. C'est ce qu'il avait fait en 2005, lors de la précédente mobilisation. C'est ce qu'il voulait faire en 2012. Et si on a réussi à éviter ce piège-là, et ça n'a pas été facile, on a mis souvent le bout du pied dedans, mais si on a réussi au bout du compte par éviter ce piège-là, c'est parce qu'on a fait des compromis importants, de part et d'autre. De part et d'autre. À la fois du côté de l'organisation que je représentais à l'époque et du côté des fédérations étudiantes. Tout le monde a vraiment dû reconnaître, premièrement, la légitimité des autres organisations, la légitimité de leurs revendications, la légitimité de leur manière de faire. Et il a fallu accepter d'être côte à côte. Ça avait peut-être l'air facile comme ça à la télévision, mais dans les faits, dans nos propres organisations, il y avait des gens qui ne voulaient pas nous voir côte à côte. Mais pourtant, si à la fin, on a réussi à avoir une victoire, parce que moi, je suis profondément convaincu qu'on a gagné cette grève-là, si au bout du compte, on est arrivé avec cette victoire-là, c'est parce qu'on a réussi à éviter cette division-là. Et il n'y a pas de recette magique pour créer ces alliances. Il n'y a pas d'ingrédients secrets. Mais ça prend une humilité organisationnelle. Ça prend une humilité aussi comme militant, comme militante. Une reconnaissance réciproque. Et ça, c'est long à créer. Ça prend des années à créer ce climat de confiance-là. Ça a pris pratiquement 3 ans dans le mouvement étudiant pour construire ces ponts-là. Ça a pris des instances conjointes.
Ça a pris des débats démocratiques longs et pénibles dans nos instances. Mais au final, on y est arrivé. Et ça, moi, d'un point de vue très personnel, j'en suis profondément fier qu'on ait réussi à ne pas se diviser, puis qu'on ait réussi à ne pas tendre le flanc et à ne pas tomber dans le piège que nous tendaient les libéraux à partir du début de la grève. Et à partir du moment où on a été capable de faire ça, là, je pense que la solidarité était devenue dans nos rangs plus qu'un mot, plus qu'un slogan, et les gens l'ont senti. Les gens l'ont senti, si bien que quand vous alliez dans les rues et que vous demandiez aux étudiants, aux étudiantes qui manifestaient, l'organisation à laquelle il et elle appartenaient, c'était souvent sans importance. À un certain moment, la solidarité était devenue tellement forte que le mouvement lui-même s'était créé une identité et que les gens en avaient un peu rien à faire d'être membre de la classe ou de la FEUC ou de quelconque organisation. Ils faisaient avant tout partie d'un mouvement et ils ne s'identifiaient pas plus à un porte-parole qu'à un autre. Ça, c'était de la solidarité, de la vraie. Parce que les gens sentaient que le mouvement leur appartenait, sentaient que le mouvement dépassait leurs organisations, et à ce moment-là, les organisations, justement, parce qu'elles étaient au second plan, jouaient leur rôle premier, c'est-à-dire le rôle d'être un instrument, d'être un véhicule et de surtout pas être une finalité en soi, de ne pas être un objectif en soi. C'est ce qui fait que quand est arrivée la loi spéciale, on a été prêt à perdre notre organisation étudiante pour briser cette loi-là. Évidemment, finalement, la brisant, cette loi, elle n'a jamais été appliquée. Le sacrifice n'a pas été nécessaire finalement. Mais c'est parce qu'on était rendu à un niveau de solidarité et de mobilisation tel que pour nous, l'organisation passait en deuxième. Qu'on était prêt, en tout cas, à faire le sacrifice. Et là, la solidarité, j'ai senti qu'on la vivait quotidiennement. La solidarité, pour moi, c'est ça avant tout. C'est le refus de cette division-là. C'est la valeur qui nous définit, c'est la valeur qui nous appartient. Et ce n'est pas un hasard si ce sont nos adversaires qui nous demandent, qui s'attendent de nous sans cesse et qui exigent de nous à ce qu'on ne soit pas solidaire. Ce n'est pas un hasard que ce soit Éric Duhem qui nous demande au mouvement syndical de ne pas prendre position sur l'éducation, sur l'environnement, sur les enjeux politiques. Ça devrait nous sonner une cloche, ça, que ce soit nos adversaires qui nous demandent de nous dépolitiser. Peut-être que c'est parce que ça les avantage qu'ils nous demandent ça. Peut-être que c'est parce que ça joue leur jeu. Moi, je pense que le patronat aimerait bien qu'on soit aussi égoïste que lui. Je pense qu'il faut refuser la division qu'on nous demande à l'intérieur de nos principes et de nos organisations. Il faut refuser, par exemple, de se diviser entre les générations. Il faut refuser cette division-là qu'on essaie de nous imposer dans l'espace public entre les jeunes et les vieux. Cette division-là, on essaye aussi de nous l'enfoncer dans la gorge avec les clauses orphelines. Puis c'est le genre de division, je crois, qu'il faut refuser. La division, c'est un poison pour la solidarité. Les clauses orphelines en sont un exemple tellement flagrant. Ce sont des clauses qui empoisonnent les possibilités de mobilisation du mouvement syndical. Il faut aussi refuser de se diviser entre les étudiants et les étudiantes et les travailleurs et les travailleuses. C'est ce qu'on a essayé de faire durant la grève. Vous vous rappellerez cette célèbre déclaration de la ministre de l'Éducation qui, à l'époque, avait dit que les étudiants faisaient chier, je la cite, les gens qui pourtant payaient leurs études. Ça, c'est exactement le genre de division qu'il faut refuser. Nous, il faut répondre que l'éducation, ça fait partie du bien commun et qu'on est fier, et maintenant je peux le dire, parce que maintenant je paie de l'impôt pour
pour la première fois de ma vie. Il faut dire qu'on est fiers de le faire pour permettre aux jeunes d'étudier dans le domaine de leur choix et de s'émanciper à travers ça. Je pense qu'il faut être fier de ça, il faut refuser la division entre les étudiants et étudiantes, les travailleurs et travailleuses qu'on essaie de nous imposer. Il faut dire que l'éducation, ça profite à tout le monde. Il faut aussi refuser la division qu'on essaie de nous imposer entre la protection de l'environnement et le développement économique. Ce sont les mêmes gens qui nous demandent encore une fois de se diviser sur cette question-là. Il faut que le mouvement syndical refuse de choisir entre la création d'emplois et la mise en place d'un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faut dire qu'on veut les deux, puis qu'économiquement, on va s'arranger pour avoir les deux. On n'a pas à choisir, il faut refuser les forces il faut refuser d'écouter les gens dans la société qui nous demandent de faire ce genre de choix-là, parce qu'encore une fois, c'est des choix qui nous divisent. On m'avait dit que j'avais 30 minutes. Je vais essayer de terminer rapidement. Mais j'aimerais peut-être vous laisser en vous citant un des grands discours qui, moi, m'inspire beaucoup. C'est un discours de Jean Jaurès, un discours qu'il a fait en 1903 à des jeunes lycéens en France. C'est un discours qui porte sur le courage. C'est un discours que moi, je relis souvent dans les moments difficiles, d'ailleurs. Et j'aimerais vous le partager parce que je crois que c'est un beau programme à suivre que ce discours de Jaurès. Il dit: le courage, c'est de dominer ses propres fautes. Le courage, c'est d'en souffrir, mais de ne pas être accablé et de continuer son chemin. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni même s'il lui réserve une récompense. L'histoire enseigne aux hommes et aux femmes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. C'est ce genre de courage, je crois, dont le mouvement syndical a besoin. C'est ce genre de courage dont nous avons besoin aujourd'hui, en 2014. Pas un courage qui aveugle, mais un courage humble, un courage qui sache reconnaître nos faux pas. Je suis très fier d'appartenir à une génération qui a fait preuve de ce courage. Je ne suis pas gêné de le souligner, de le répéter. La jeunesse a montré à toute la classe politique, la jeunesse a montré à l'ensemble du peuple québécois qu'elle était encore libre. Et je crois que c'est, disons, à la lueur des résultats que nous avons eus hier soir, quelque chose à garder en tête, un souvenir à entretenir. Et il faut absolument refuser l'amnésie collective dans laquelle notre classe politique essaie de nous plonger par rapport à ces événements-là. Les trois grandes formations politiques au Québec ne nous parlent plus de ce qui s'est passé au printemps 2012. Et je crois que notre rôle à nous, c'est d'en parler, c'est d'en discuter, c'est d'en débattre. Parce qu'il est inadmissible que cette mobilisation-là, qui est la plus grande mobilisation sociale de l'histoire du Québec, sombre aussi rapidement dans l'oubli. C'est pour ça que j'ai accepté de venir vous parler aujourd'hui. Et c'est pour ça également que je vais être très content de prendre vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, sur la présentation de M. Dubois, Gabriel Nadeau-Dubois, alors, questions, commentaires en lien avec la présentation. Un comité plénier, 30 minutes.
Au micro 2. Joël Thiébaut, CICHU de Québec. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous tenterait de faire des études en soins infirmiers? OK, moi, je ne les ai pas trouvés. Mais ceci, blague à part, Oui. je voudrais savoir... Je ne suis pas obligé de répondre, parfait. Non. Allez-y. Quoique j'aimerais bien entendre oui. Ceci étant dit, je voudrais savoir quelle analyse avez-vous fait suite à 2012 des médias? Quelle part ont-ils joué dans cet épisode et quelle influence ont-ils pu avoir au niveau de la population? Parce que vous savez que nous, en tant que syndicat d'infirmières, nous avons un appui assez marqué de la population, toujours favorable, toujours positif. Maintenant, je sais que les médias ont un pouvoir assez grand de faire virer ou de faire enligner dans tel chemin quelquefois des endroits où on ne veut pas aller. Et on ne maîtrise pas toujours non plus ce genre de médias. Je sais qu'il y a les médias sociaux, mais hormis ceux-là, surtout la presse écrite et la télévision, que beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas les médias sociaux regardent, donc se laissent influencer. Et j'aimerais savoir quelle analyse vous avez fait. Merci. Est-ce que je réponds tout de suite? Oui. Donc, c'est une question importante. D'ailleurs, il y a un excellent livre qui s'appelle « Tenir tête », qui en traite en détail. Je vous le conseille fortement. La grève étudiante de 2012 a été quantitativement, il y a une étude qui a été faite sur le sujet, a été l'enjeu l'enjeu de couverture médiatique le plus intense depuis le référendum de 1995 au Québec. Ça a été l'enjeu qui a suscité le plus d'attention médiatique depuis 1995. En termes de quantité d'articles, de temps d'antenne d'accordé à la question. Et les médias ont joué un rôle, comme ils le font dans la plupart des débats de société, excessivement grand dans la perception qui a été faite qui a été celle du mouvement étudiant. Je pourrais m'étendre beaucoup. Je vais y aller en deux temps. Premièrement, il faut distinguer la couverture médiatique de la question de la presse d'opinion. Ce sont deux phénomènes différents. Du côté donc de la presse d'opinion, il y a eu un phénomène impressionnant. Il y a eu une quasi-unanimité au niveau des commentaires éditoriaux, une quasi-unanimité contre le mouvement étudiant. Il y a une étude qui a été faite par Influence Communication qui a démontré que sur les 15 personnes qui ont le plus d'écho médiatique au Québec, il y en avait 12 qui étaient farouchement opposés au mouvement étudiant. Il y en avait 2 qui étaient relativement sympathiques et le 15e était chroniqueur sportif. Donc, c'est pas des blagues, on avait devant nous un bloc éditorial monolithique dans l'ensemble des médias contre nous. Et ça, c'est pas un détail. Et c'est donc évident que ça a été très difficile d'aller chercher pour nous un appui significatif dans la population parce que les pages des journaux étaient tapissées chaque jour pendant 8-9 mois de dizaines d'éditoriaux qui s'opposaient à nous. Et je ne dis pas ça pour nous victimiser, mais il faut comprendre que ça, démocratiquement, c'est un problème. Que notre espace public soit d'un point de vue éditorial, autant monopolisé par une seule option politique. Et là, il ne s'agit pas de se renvoyer la balle. La gauche dit que la droite dirige les médias, puis la droite dit que c'est la gauche qui dirige les médias. C'est des faits mathématiques, vérifiables, objectifs. Il y a en ce moment une domination idéologique à ce qui a trait au positionnement éditorial de nos grands médias, et c'est un problème pour notre démocratie. Ensuite, il y a la question, disons, de la couverture médiatique elle-même, de la couverture journalistique et non pas éditoriale. Et là aussi, on a des questions à se poser. Je vous donne peut-être un exemple. Je vais vous donner, disons, 2 exemples de comment la couverture médiatique a joué, je crois, largement en notre défaveur. Premièrement, les médias ont une habitude qui n'est pas propre à la couverture du mouvement étudiant, une habitude de créer des oppositions, de couvrir les événements politiques en créant des oppositions très, très fortes entre des options. Et bon, évidemment, dans le cas de la grève étudiante, ça a été la création de 2 camps qu'on a mis face à face, qu'on a considérés comme
également légitimes, hein, le camp des carrés rouges, le camp des carrés verts. On a créé des images très très fortes et on a présenté le conflit comme une opposition frontale entre ces deux options-là qui auraient été homogènes, monolithiques, chacun dans leur coin, puis qui représentaient tous deux des mouvements étudiants autant légitimes. Évidemment, c'est problématique d'un point de vue organisationnel, mais c'est aussi problématique d'un point de vue, disons, politique, parce que dans les faits, sur les campus, les débats étaient beaucoup plus nuancés, puis étaient beaucoup plus fins que cette opposition frontale-là qu'on nous montrait constamment dans les médias, c'est-à-dire des méchants carrés rouges pouilleux en sciences humaines qui bloquent des portes, puis des gentils étudiants en médecine qui veulent tout simplement étudier, puis qui essaient de rentrer, puis qui se font crier après. Ça, c'est ce qu'on nous montrait dans les médias, constamment. Dans les faits, sur les campus, c'était beaucoup plus nuancé que ça. Il y avait, par exemple, des étudiants qui étaient contre la grève, mais contre la hausse des frais de scolarité. Il y avait des étudiants qui étaient même parfois pour la hausse des frais de scolarité, mais pour la grève, parce que leur assemblée l'avait voté, puis ils considéraient que leur assemblée était légitime de le faire. Il y avait toutes sortes de positionnements sur les campus, mais les médias ont simplifié le débat et n'ont pas été en mesure de rendre la complexité du débat. On a vécu exactement la même chose dans le cas de la Charte sur les valeurs québécoises, où les médias ont, de la même manière, créé deux camps très homogènes, très opposés, en les opposant, puis on les a confrontés frontalement, puis ça a empêché d'avoir un dialogue constructif. Et ça, c'est un mécanisme de couverture des médias qu'on voit dans plusieurs débats collectifs et qui nous empêche, je crois, d'avoir un débat public qui soit intelligent, qui soit nuancé, puis qui soit productif. L'autre problème avec la couverture journalistique de la grève, outre la question de la création des oppositions, c'est ce que j'appellerais la... Mon Dieu, j'ai perdu mon idée. J'ai parlé de la création des oppositions. En fait, oui. Bon, c'est, disons, l'incapacité idéologique, l'incapacité structurelle du monde médiatique à rendre compte du fonctionnement du mouvement étudiant. Il y a eu un blocage idéologique total de la part de la structure médiatique d'expliquer et de rendre compte du fonctionnement démocratique de l'organisation que je représentais à l'époque. Parce que les médias sont emprisonnés dans une vision du politique excessivement étroite, excessivement restrictive, où la politique, c'est quoi? Mais c'est des chefs qui décident pour du monde, puis la démocratie, c'est choisir le chef qui décide à notre place. Et en dehors de ça, c'est la gouvernance, c'est bon. Et évidemment, quand nous, on est arrivés dans l'espace public, quand moi, je me suis présenté devant les médias comme porte-parole, comme n'ayant pas de pouvoir décisionnel, quand on a essayé d'expliquer notre fonctionnement en assemblée, c'était pour le monde médiatique, non seulement pour la classe politique, mais pour le monde médiatique, un fonctionnement qui était incompréhensible. Les journalistes ont été... Et je vous raconterai pas les dizaines de fois où j'ai vraiment essayé d'expliquer comment on fonctionnait. Et généralement, ce qu'on nous répondait, c'est « on sait bien, ça c'est la théorie, mais dans les faits, là, on sait que c'est toi qui décides. » Et ça apparaissait comme absolument invraisemblable que ça puisse être vrai et réel, notre fonctionnement démocratique. Puis ça montre à quel point notre monde médiatique fonctionne sur une logique politique avec une vision du politique très, très, très étroite. Par exemple, combien de journalistes au Québec couvrent le mouvement syndical? Combien de journalistes au Québec couvrent le mouvement communautaire? Combien de journalistes au Québec couvrent le mouvement étudiant? On pourrait, si on les additionne tous, ça donne 0. Il n'y en a pas. Puis ça, c'est un problème de nos médias qui ne soient pas capables de considérer que les mouvements sociaux, c'est de la politique, c'est de la vraie politique, de la politique importante. Demandez à un journaliste de vous nommer le nom de 2 dirigeants syndicaux. Je vous parie qu'ils ne seront pas capables. Ça, c'est un problème démocratique important, puis c'est une critique qu'il faut faire à nos médias. Il faut notamment parler de la formation des journalistes dans ce cadre-là, parce que nos médias devraient couvrir davantage les mouvements sociaux, devraient considérer que c'est aussi des lieux de politique déterminants dans une société comme la nôtre. C'est peut-être là-dessus que je résumerais la question des médias, mais il y aurait beaucoup de choses à dire encore. C'est un bon résumé. Au micro 3. Claudiane Gélina, Comité Jeune. Premièrement, Marie-Claude nous avait dit qu'on serait content d'avoir nos invités. C'était un peu secret, là, mais moi, je suis très fière de vous avoir comme invité durant le congrès. En tant que jeune, souvent, on se fie à des modèles stéréotypés, surtout dans les revues à potins, tout ça. Ben nous, notre modèle, c'est toi, entre autres. Merci beaucoup. Pour le réseau des jeunes aussi, on a appuyé la lutte étudiante. On est nous-mêmes étudiants, pour la plupart en bas de 30 ans. Puis, je voulais juste dire que le carré bleu qu'il y en avant,
se rappellera longtemps du Carré Rouge, puis on va faire une bonne appui à ça. Puis ça a marqué notre histoire aussi en tant que fédération. Puis je pense que c'est grâce à des jeunes comme toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au micro 4. Nancy Moss, présidente du SPS de Saint-Jérôme. Moi, j'aurais une question pour vous, en fait, quelques questions. J'ai participé aussi aux manifestations. J'ai 2 enfants qui étaient aux études à l'université à ce moment-là. Et on sait, vous avez dit tout à l'heure que vous avez gagné la grève étudiante. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez, vu qu'en 2013, le rapport d'impôt, le gouvernement a changé le crédit d'impôt de 20 à 8 ce qui représente à peu près la même chose que la hausse qu'ils voulaient mettre en 2012, plus ou moins, là. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie du gouvernement? Puis, est-ce que les étudiants sont au courant de cette hausse déguisée? Et si oui, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Ouais. Il faut faire très attention avec cette question-là du crédit d'impôt. Là, je vais faire quelque chose que j'aime pas faire. Je vais défendre le Parti québécois, mais puis que je fais très rarement. Mais il faut, c'est que le secret, c'est ça. Évidemment, dans l'absolu, c'est pas souhaitable d'abolir un crédit d'impôt qui sert à l'accessibilité aux études. Et c'est pas en soi une bonne idée. Et donc, évidemment, idéalement, donc c'est une décision à laquelle je m'oppose, à laquelle beaucoup de gens se sont opposés. Ceci étant dit, il faut vraiment faire attention parce que en termes d'impact direct sur l'accessibilité aux études, on est très, très loin de la hausse libérale pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que ce crédit d'impôt-là, il a été aboli, oui, mais premier élément important, il a été aboli, puis les sommes ont été déplacées en aide financière aux études, qui va aller prioritairement aux étudiants les plus défavorisés, alors que le crédit d'impôt, dans 80% des cas, en fait, premièrement c'est que le crédit d'impôt, il faut payer de l'impôt pour en profiter, donc il faut déjà avoir un certain niveau de revenu pour avoir le crédit d'impôt, et dans 80%, c'est un crédit d'impôt qui a été utilisé après les études. Donc, pour 80% des gens, ça ne change rien parce que les gens n'utilisaient même pas le crédit d'impôt, ils l'utilisaient après leurs études. Donc, en termes d'accessibilité aux études, c'est une mesure qui est, d'un point de vue politique publique, souhaitable que de prioriser des programmes comme les prêts et bourses par rapport à un programme comme un crédit d'impôt. Ceci dit, évidemment, dans l'absolu, moi, je l'aurais gardé ce crédit-là, mais il ne faut pas dire que c'est la même chose qu'une hausse libérale, parce que pour la très vaste majorité des étudiants, et la totalité des étudiants qui sont dans la classe moyenne inférieure, ce n'est pas un changement qui va être vécu directement. Fait qu'il faut faire attention. Ceci dit, c'est une mauvaise décision, mais on est loin de la hausse libérale. Donc, il y a eu notamment un article dans la presse qui présentait les choses de manière assez particulière. Pour avoir tous les détails, vous pouvez aller sur le site de l'IRIS. L'IRIS, qui est un institut de recherche progressiste qui a étudié la question puis qui est arrivé à la conclusion qu'au final, on était très, très loin d'une hausse déguisée, comme vous l'avez dit. Au micro 5. Claude Boucher, présidente du SBNY. J'ai appris à m'endormir quasiment, non. Écoutez, moi, je voulais féliciter, on a suivi le Printemps érable avec fierté. On était très fiers de la jeune relève, parce que souvent on dit que les jeunes ne se mobilisent pas. On a eu tout à fait le contraire. Vraiment, cette période-là, tous les syndicats, sans qu'ils aient tout levé la main, mais ils ont envié vraiment la solidarité, la mobilité et la visibilité du Printemps érable. J'ai bien aimé quand tu as dit tantôt, ne pas avoir peur de défendre ses positions. Puis je dis tout le temps, quand on y croit, on a déjà 50% de la victoire de fait. Vous savez, dans le moment, on est sortons du cadre. Tu as parlé des journalistes. Je me rappelle la première conférence de presse. Fait qu'ils ne savaient pas c'était quoi. Moi, j'étais dans un monde de CSQ. Il a fallu que je décortique chaque lettre. Fait que sortons du cadre, on va co-construire. Fait que peut-être que vous allez faire partie de la catégorie 4, là, vous, là. Il faudrait regarder ça. Merci beaucoup. La catégorie 4? OK, c'est une... Peut-être bien. La sociologie mène à tout, hein? Mais merci beaucoup de vos commentaires. Puis peut-être faire du pouce, comme on dit, hein, sur ce que vous avez dit. Il ne faut pas sous-estimer à quel point cette grève-là a
mis au monde des milliers de futurs militants syndicaux, des dizaines de milliers de futurs militants syndicaux. Moi, je connais déjà beaucoup de jeunes qui étaient militants dans le mouvement étudiant, qui sont déjà traversés dans le mouvement syndical. Et ça, pour le mouvement syndical, puis on pourrait faire aussi l'analogie pour le mouvement féministe, pour le mouvement communautaire, c'est une richesse vraiment inestimable. C'est arrivé après 2005, cette vague-là, mais là, si on fait une règle de 3, on risque d'avoir une maudite belle aussi, une vague de militants comme ça qui vont entrer dans les organisations. Merci. Au micro 6. Sandra Lebel-Santerre, SPSQ du C3S de Kamouraska. Moi, je me demandais, si vous aviez à recommencer la grève étudiante du printemps 2012, qu'est-ce que vous feriez différemment? Très bonne question. On a fait des erreurs, hein, évidemment. On en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup parce que, et ça, les gens souvent ont tend à l'oublier, hein, parce que les gens ont découvert le mouvement étudiant le 22 mars 2012 avec 250 000 personnes dans la rue, mobilisation immense. On était partout dans les médias, on avait l'air de connaître tellement bien ça. Dans les faits, c'est un mouvement qui a des origines très humbles, très fragiles. On était tous très jeunes, on n'avait jamais... Mais c'était jamais arrivé, fait qu'on n'aurait pas pu le faire une première fois. On n'avait jamais fait ça. On découvrait comment le monde médiatique fonctionnait. On découvrait comment le monde politique fonctionnait. Après quelques mois, on avait un peu compris, mais il y a eu une partie, oui, d'improvisation, forcément. Et dans cette improvisation-là, on a fait, oui, plusieurs erreurs. Il y en a plusieurs, je vais me limiter à 2. Une première erreur qu'on a faite, disons, d'un point de vue médiatique, c'est qu'on a... je crois qu'on a été surexposé médiatiquement. Je crois que, bien évidemment, dans un premier temps, on voulait faire connaître le plus possible nos revendications le plus rapidement possible. Donc, on s'est mis à accepter toutes les demandes d'entrevue immédiatement, comme ça, on les enchaînait une après l'autre. Puis, dans un premier temps, c'était une bonne stratégie, je crois, parce qu'il fallait se faire connaître. À un certain moment, on aurait dû ralentir la cadence, on aurait dû mieux sélectionner nos interventions, y aller de manière plus posée, plus intelligente, plus sélective, alors qu'on a continué pendant 6 mois à en faire sans arrêt. Ça a créé un phénomène de surexposition des porte-paroles, mais aussi un phénomène de surexposition du mouvement. Ça a écœuré certaines personnes qui étaient tannées de nous voir, qui étaient tannées d'en entendre parler. Donc, avec le recul, ça, c'est une première chose que je ferais différemment. Et d'ailleurs, les libéraux, eux, l'ont très bien fait, hein, d'y aller avec plus de parcimonie et de précision dans nos interventions médiatiques, plutôt que de tirer un peu partout en même temps, comme on a eu un peu tendance à faire, malheureusement. Ça, c'est la première erreur qu'on a faite, puis je ferais ça différemment. Deuxième truc que je ferais différemment sur la désormais célèbre question de la violence, je pense que nous aurions dû régler cette question-là avant même que la grève commence, considérant qu'on savait très bien que la stratégie libérale allait être la même qu'en 2005, c'est-à-dire de sortir cet enjeu-là pour diviser le mouvement, et on aurait dû, vu qu'on savait que ce débat-là allait venir, le régler à l'intérieur de nos instances, avant même que la grève commence, avoir une position prête, plutôt que d'entretenir une ambiguïté, de devoir faire ce débat-là pendant la grève elle-même, alors qu'on était censé être en négociation. Et là, on s'est ramassé dans un imbroglio incroyable, sous une pression médiatique où il fallait prendre position vite. Nos assemblées n'étaient pas prêtes. Bon, vous vous rappelez de ça. Avec le recul, je pense que comme organisation, on aurait dû régler ce débat-là en amont, plutôt que le faire pendant la crise, où là, on n'était pas outillé pour avoir ce débat-là de manière calme et rationnelle. Donc, c'est les 2 erreurs que je nommerais, puis c'est les 2 choses que je ferais différemment, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Merci. Au micro 1. Lynne Mercier, Comité Conditions féminines FIC. En tant que féministe, je suis contente de vous avoir entendu sur la lutte et la solidarité. Félicitations aussi et bravo pour votre solidarité. Travaillant comme infirmière en périnatalité auprès des familles et des femmes monoparentales, l'éducation est d'une importance capitale pour éloigner les femmes de la pauvreté. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs la classe, ça j'en suis très fier. C'est une organisation qui était nommément féministe. C'était la seule organisation étudiante d'ailleurs à s'afficher ouvertement comme féministe, puis à inclure ces positions-là dans ses prises de position publiques. Puis moi, comme allié du mouvement féministe, c'était une fierté pour moi d'être dans une organisation qui avait ça dans son discours public. Merci. Au micro 2. Anthony Bossé, administrateur infirmier IUCPQ.
Donc, je voudrais tout d'abord remercier Gabriel Nadeau-Dubois d'être venu. Je suis l'un des fiers partisans des Carrés Rouges. J'ai suivi, c'était mon premier combat syndical. En fait, l'une de mes inspirations. Ici, en tant que délégué FIC, j'ai connu maintenant l'histoire un peu FIC, mais mon inspiration vient des Carrés Rouges parce que c'est celle que j'ai pu vivre. Et je voulais savoir, en tant que jeune, justement, qui a une opinion à se forger, je trouve que la politique est très difficile à apprendre, à se forger une opinion. Comment qu'on fait pour se séparer de l'opinion des médias, puis vraiment se forger une opinion? Où est-ce qu'on trouve l'information? Parce qu'aujourd'hui, l'information est difficile à avoir. Le gouvernement nous montre vraiment juste ce qu'il veut nous montrer. Ouais. Les médias prennent leur propre opinion et nous la montrent. Ouais. Comment toi, tu as fait pour vraiment te forger une opinion, puis en venir où est-ce que tu en es maintenant? Puis d'ailleurs, juste aussi... l'un des moments les plus marquants que j'ai pu voir, c'est quand tu étais à la télévision, tu as affronté l'un des ministres, où est-ce que le ministre était maintenant sans réponse après tes arguments, justement. Un jour, j'aimerais peut-être pouvoir y arriver. Merci. Il ne faut pas surestimer la capacité d'argumentation des ministres. C'est souvent pas très... faut pas les mettre trop sur un piédestal. Souvent, ça n'a rien à envier aux gens qu'on défend. Vous posez une bonne question. Moi, je ne suis pas un bon exemple. Moi, la pomme est tombée très près de l'arbre. Je suis fils d'un militant syndical, d'une militante féministe. Mes parents se sont rencontrés pendant une grève étudiante. J'ai été conçu littéralement durant une grève étudiante. Alors, donc moi, c'est sûr que je ne suis pas un bon exemple, mais vois-tu, c'est ça le problème. On ne devrait pas devoir être des fils de militants pour devenir des militants. Ça ne devrait pas être ça, puis ça ne devrait pas être un truc qui se passe par le sang. Ça devrait être un truc qui se passe par les institutions. Quelles institutions? Les institutions d'éducation. Et on a un problème au Québec parce que cette culture politique-là, moi je l'ai reçue de mes parents, mais je suis juste chanceux, je suis né dans une famille comme ça. Puis ça ne devrait pas être ça la condition pour avoir une culture politique. On devrait avoir un système d'éducation qui s'assure que peu importe d'où tu viens, tu as accès à des connaissances générales, à une culture générale et à une culture politique forte. Et le problème, c'est que quand on parle de ça, puis c'est ce que la réforme a fait, on nous dit « Ah, c'est bon, on va faire un cours d'éducation à la citoyenneté. 2 heures par semaine, on va dire au monde c'est quoi être des citoyens. » Mais ça, je veux dire, ça n'a pas d'allure, là. C'est pas un cours par semaine qui va former des citoyens. Il faut que cette vision-là d'une éducation citoyenne, elle soit transversale dans tous les cours, dans toutes les formations, peu importe le parcours qu'on choisit. Puis le problème, c'est justement d'enfermer l'éducation à la citoyenneté dans un cours par semaine. Ça devrait être transversal. Puis ça devrait, dès le primaire, faire partie des cursus de manière beaucoup plus importante que celle actuellement. Pour moi, la réponse à ta question, c'est l'éducation. Puis l'éducation dès le primaire. Il ne faut pas attendre au cégep et à l'université parce que 60% des gens au Québec ne vont même pas au cégep. Donc, il faut, dès le primaire, avoir un système d'éducation public qui transmet cette culture politique-là. Puis pour ça, pour avoir l'argent pour l'éducation publique, il faudrait commencer par arrêter de financer à 70% le système privé. Ça, pour moi, puis moi, je viens du privé pourtant, mais c'est un scandale. Puis on ne devrait pas accepter que des institutions d'éducation privées soient financées par le public. Si c'est privé, ce sera privé pour vrai. Mais il faut transférer ce financement-là en éducation publique, puis avoir une éducation qui transmet une culture générale, une culture politique, une culture historique, beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. C'est pas normal qu'à 14-15 ans, on commence déjà à dire au monde « Ah, toi, là, tu peux lâcher, c'est correct, va dans une petite filière technique, puis tu vas faire tes petites affaires, puis on va surtout pas t'imposer de faire du français, puis de faire de l'histoire. » Non, il faut valoriser ça tout le long du cursus, puis il faut éviter la dynamique de professionnalisation précoce dans laquelle on entre présentement, sous prétexte de lutter contre le décrochage, on forme des gens qui n'ont pas de culture politique. Puis ça, c'est un problème. Il faut refuser encore là de choisir entre les deux. Oui, il faut lutter contre le décrochage, mais pas par une professionnalisation précoce qui fait en sorte qu'on ne transmet pas des compétences citoyennes. Voilà ce que je dirais. Merci. Merci au micro 4. Régine Laurent, exécutif FIC. Je vais le tutoyer parce qu'on a quand même mangé ensemble ce midi, fait que je ne ferai pas semblant, je ne le connais pas. La première chose, Gabriel, un bout d'information. Quand tu as parlé de l'intergénérationnel, on avait ce matin des collègues d'autres provinces du Canada et ce que le gouvernement en Ontario, je pense, offre dans la négociation de la convention collective, c'est que les nouvelles arrivées pendant les 2 premières années avec 3 % de moins de salaire. C'est chic, hein, pour l'intergénérationnel.
Mais j'avais aussi une question concernant la solidarité. Est-ce que le mouvement étudiant a eu le temps de faire le débat de fond sur toutes les injonctions individuelles qui ont été cherchées pour, sous prétexte que ces étudiants-là, de manière individuelle, ont été chercher un ordre de cours pour avoir des cours, pour obliger à dispenser des cours. Pour moi, c'est un débat de fond qui va au-delà du juridique. Je ne sais pas si le mouvement étudiant a eu le temps de faire ce débat-là entre l'individuel et le collectif, parce qu'il faut déjà se préparer ou vous préparer pour une autre lutte qui va arriver à un moment donné. Oui, c'est une excellente question. Il y a tellement de choses à dire. Il y a d'ailleurs un excellent livre qui s'appelle Tenir tête, qui a un chapitre là-dessus. Mais non, mais c'est... Bon, le point de départ de ma réponse, ça va être de dire il faut être très conscient du caractère, là, il faut que je fasse attention à ce que je dise, mais du caractère hautement politique de ce débat-là qu'on nous a présenté comme un débat juridique. Il faut prendre la mesure de son caractère politique et de son caractère historique. Parce que, vous le savez comme moi, les grèves étudiantes, c'est pas la première fois qu'il y en a eu. Il y en a eu des dizaines dans l'histoire du Québec. Ça a toujours été reconnu par les universités, par les cégeps. Ça a toujours été reconnu par le gouvernement. Lynn Beauchamp, la première semaine, en 2012, parlait de droit de grève. Elle avait donné une entrevue où elle disait « Là, calmez-vous, c'est juste 10% des étudiants qui ont exercé leur droit de grève. » Donc, la ministre Lynn Beauchamp elle-même, dans les premiers moments de la mobilisation, parlait de droit de grève. Ça a été, disons, culturellement institutionnalisé au Québec, le droit de grève étudiant. Mais formellement, officiellement, c'est écrit nulle part. Et donc, sur la base que c'est écrit nulle part, à partir du moment où, dans l'espace public, le gouvernement libéral s'est mis à parler de ce mouvement-là comme d'un mouvement de boycott et non de grève, ça fournit une base de discours sur lequel, après ça, se sont construites les injonctions, en disant justement, il y a un droit contractuel individuel des étudiants à recevoir l'enseignement pour lequel ils ont payé. Et là, on a dit, ce droit privé-là, ce droit contractuel, est au fond inaliénable, considérant qu'il n'y a pas nulle part dans la loi une phrase où c'est écrit « il y a un droit de grève étudiant ». Moi, je ne suis pas un juriste. Mais moi, ce que je sais, par contre, c'est que le droit de grève, ce n'est pas les lois qui l'ont donné. Le Code du travail, par exemple, ne donne pas le droit de grève. Le Code du travail encadre le droit de grève. Le Code du travail, dans le Code des travailleurs et travailleuses, limite un droit de grève qui était exercé de manière autonome par les organisations syndicales bien avant que le Code du travail existe. C'est parce que les travailleurs et travailleuses ont exercé leur droit de grève qu'ils ont forcé la main après coup au gouvernement de dire on n'a pas le choix de le reconnaître parce qu'il existe fondamentalement et le Code du travail va venir l'encadrer. On va vous dire, vous pouvez la faire, OK, on le reconnaît, mais juste entre vos conventions. Pas durant la durée des conventions de travail. Donc, le droit de grève, ce n'est pas un droit qui est accordé par une loi ou accordé par l'État. C'est un droit fondamental, c'est un droit universel à la fois des travailleurs et travailleuses et des êtres humains, puis des étudiants et étudiantes. Et donc, pour moi, ce droit-là, il existe. Malheureusement, on a un système judiciaire qui est un peu moins imaginatif, j'imagine, qui a un peu moins de profondeur de réflexion, et on a jugé que parce que ce n'était pas écrit noir sur blanc, ça n'existait pas, et que donc, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il n'y avait pas vraiment une grève, c'était un boycott. Il fallait donc forcer les professeurs, quand même, forcer juridiquement les professeurs à donner des cours devant 1-2 personnes, puis on est allé jusqu'à défoncer des lignes de piquetage avec l'anti-émeute, puis à lancer des gaz lacrymogènes pour permettre à 1 ou 2 personnes qui refusaient de reconnaître la légitimité de la démocratie étudiante d'avoir leur cours. Donc, pour moi, c'est excessivement problématique. Est-ce qu'il y a eu la réflexion? Sur le coup, durant la mobilisation, il n'y a pas eu de mot d'ordre d'envoyé par la classe. La classe n'a jamais appelé à briser les injonctions. C'est juste arrivé parce que, de manière évidemment tout à fait prévisible, après 6 ou 7 mois de mobilisation, les gens spontanément ne se sont pas laissés impressionner par les injonctions. Donc, mais il n'y a jamais eu d'appel de la classe, et donc le problème, c'est comme un peu réglé par lui-même. Là où la question est pertinente, c'est qu'on sait pertinemment que la prochaine fois, ça ne prendra probablement pas 6 mois pour que les injonctions arrivent. La prochaine fois, ça risque d'arriver pas mal plus vite, parce qu'il y a des petits fins finaux qui ont pris ça en note, que c'est comme ça qu'on casse le mouvement étudiant. Et là, à ce moment-là, donc, ça ouvre le débat sur la reconnaissance du droit de grève étudiant, qui est un débat plein de nuances, parce que tu as des gens qui vont dire non, il faut refuser tout encadrement légal.
ce qui est une position difficile à tenir parce que s'il y a des injonctions qui débarquent après le premier jour de grève, comment on va faire à l'avenir pour se mobiliser? Mais tu as une position qui dit faut aussi, mais tu as une position, je dirais, qui est tout à l'opposé, qui dit il faut avoir presque littéralement des formes de négociation encadrées dans des conventions collectives étudiantes. Là, moi, je trouve qu'on va un peu trop dans l'autre extrême, puis qu'on se lie les mains comme mouvement, puis qu'on perd notre autonomie politique, puis qu'on se limite plus qu'on devrait se limiter. Comment est-ce qu'on pourrait, au Québec, reconnaître ce droit de grève-là sans trop le limiter, sans trop le restreindre à des questions, par exemple, de frais de scolarité? Comment, je pense qu'il est là le débat, c'est une discussion intéressante, mais le débat, oui, il existe à l'intérieur du mouvement étudiant, mais c'est un débat qui divise beaucoup. Qui divise beaucoup les organisations entre elles, puis même à l'intérieur des organisations, ça divise beaucoup parce que là, jusqu'où est-ce qu'on veut une reconnaissance institutionnelle parce que tu ne veux pas te ramasser avec des injonctions après 2 jours de grève, mais tu ne veux pas non plus te faire lier les mains, puis tomber, puis dans le fond, puis t'imposer des restrictions qui font tant mal aujourd'hui, par exemple, au mouvement syndical qui a malheureusement perdu son droit de grève politique au Québec. T'sais. Comment on navigue entre ces deux affaires-là, c'est ça le grand débat, puis c'est pas simple du tout. Merci. Alors, le temps alloué au comité plénier est terminé. Il reste 3 personnes derrière les micros. Alors, 3, alors je vais demander à la délégation si elle accepte de prolonger le comité plénier pour les 3 intervenantes derrière le micro. Alors, celles et ceux qui sont pour. Merci. Contre? Merci. Les abstentions? Merci. C'est adopté à majorité. Alors, au micro 5. Bonjour. Rita Lamotte, du C3S de la Vieille Capitale à Québec. Vous savez qu'en ce lendemain de veille électorale, avec la température que nous avions ce matin, avec le vent de sinistre qui nous a suivis tout le temps de cette campagne, sincèrement, là, vous êtes un vent de renouveau, de fraîcheur, d'espoir. Hier, on a eu M. Belland, qui était, vous savez, du mouvement des jardins. On a parlé, il nous a entretenu beaucoup là, au niveau des coopératives, hein, quand les gens se mobilisaient. Tout ce qui pouvait être amené de changement, d'avoir une société plus juste, mieux répartie en tout cas. Quand je vous écoute, on dit des fois que ça saute une génération. Vous serez peut-être un futur M. Belland, mais je vous suggère fortement de plutôt vous embaucher à la FIC. Si la fibre syndicaliste là, vous interpelle, moi je vous dis, vous pouvez trouver votre tasse de thé. Je n'ai pas connu vos parents, je les connaîtrai probablement jamais, mais je peux vous dire que pour une mère syndicaliste et féministe, d'avoir un fils de votre trempe, ça doit être tout un bonheur et un honneur. Pas tout Merci. Le temps, mais... Merci beaucoup. Merci. Au micro 6. Tanigo Collins, Hôpital Santa Cabrini. Bonjour, Monsieur Nando. Je suis honoré de votre présence aujourd'hui. Durant la grève étudiante, j'ai une question qui m'est restée sous le cœur. Là, aujourd'hui, j'ai la chance de vous avoir et j'aimerais vous poser la question. Est-ce que, lorsque vous avez initié la grève étudiante en 2012, est-ce que vous vous attendiez à cette ampleur, à l'ampleur que ça a pris, à cette tournure-là? Et une autre question, est-ce que, selon vous, la réussite du mouvement étudiant était due à la coalition de tous les syndicats étudiants? Est-ce que c'était ça l'ingrédient de plus dans la réussite? Merci. Je pense que vous présumez quand même de la réponse à votre première question. Évidemment qu'on ne s'attendait pas à ça, mais par contre, vous avez fait une erreur dans votre préambule. Vous avez dit quand vous avez commencé cette grève-là en 2012, cette mobilisation-là, elle a commencé bien avant. Elle a commencé, il faut se rappeler, hein, le budget qui a annoncé la hausse des frais de scolarité était déposé au printemps 2010. On se rappellera la fameuse déclaration de Raymond Bachand où il avait dit « Je vais faire une révolution culturelle ». Et dans ce budget-là, il annonçait évidemment la taxe santé. Il annonçait toute une série de réformes, et notamment à ce moment-là, la hausse des frais de scolarité. Puis la mobilisation, elle commence là. L'escalade qui a très progressive et très longue, qui a duré 2 ans, puis qui a
qui s'est terminée avec le déclenchement, donc la grève générale limitée, le 13 février 2012. Mais non, évidemment qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ça sur plein de plans. Premièrement, on ne s'attendait pas à ce que la grève soit aussi longue. Au niveau de la longueur, c'est un record, c'était absolument imprévisible. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi massive. C'est la grève qui a eu le plus gros effectif de toute l'histoire des mobilisations étudiantes au Québec. Et on ne s'attendait pas à ce que cette grève-là sorte autant des frontières traditionnelles du mouvement étudiant. Hein, c'est la grève qui, par exemple, a rassemblé le plus dans l'histoire de toutes les mobilisations étudiantes. C'est celle qui a rassemblé le plus de gens des régions. C'est celle qui a rassemblé le plus de gens des universités. Généralement, c'est plus les cégeps qui sortent et il y avait beaucoup d'universitaires. C'est celle qui a rassemblé le plus de gens des campus anglophones également. C'était jamais vu ça dans l'histoire des grèves étudiantes. Donc, sur toute une série de paramètres comme ça, c'est une mobilisation qui a été absolument originale et inattendue. Puis, je vous dirais, a fortiori, pour une organisation comme la classe, qui, historiquement, était un peu le mouton noir du mouvement étudiant, qui jouait un peu le rôle du second violon, notamment en 2005, que la classe devienne l'organisation principale de cette mobilisation-là. On représentait entre 50 et 70% des gens en grève quand même. Et ça, pour une organisation comme la classe, d'avoir un rôle public aussi important, puis d'être le cœur de cette mobilisation-là, ça aussi d'un point de vue, disons, plus organisationnel, c'était très surprenant. Après ça, les autres surprises, c'est de voir que ça a donné lieu à une mobilisation citoyenne comme ça. Des fois, on entend dans les médias, les gens pensaient que c'était comme tout planifié, qu'on allait, il allait avoir des casseroles, puis il allait avoir des manifs de nuit, mais tout ça, c'est arrivé durant la grève, c'était absolument pas prévu par personne, et tout ça, c'est tous des facteurs de surprise, là. Puis je veux dire, durant la grève elle-même, il faut se rappeler quand même, nos mandats de grève, c'était des mandats de grève d'une semaine. Dans chaque cégep, dans chaque université, à chaque semaine, les gens revotaient la grève. Donc, à chaque semaine, ça pouvait arriver. À chaque semaine, on ne savait pas si on en avait un autre devant nous. Fait que tout ça, c'est un amoncellement d'imprévus et de surprises absolument incroyable, évidemment. Donc, je pense que ça répond à votre question. Et votre deuxième question, c'était sur... sur quoi la deuxième question? J'ai oublié. Oui, la coalition, oui. C'est comme... J'en ai un peu parlé durant ma présentation. Oui, c'est pas la raison pour laquelle les gens se sont mobilisés autant. Si les gens se sont mobilisés autant, c'est parce qu'on avait une structure de démocratie participative qui faisait en sorte que les jeunes dans leur campus sentaient qu'ils faisaient partie du mouvement, sentaient qu'ils avaient leur mot à dire, sentaient qu'ils contribuaient à la construction de la stratégie, au positionnement politique de l'organisation. Et c'est cette structure-là de participation dans laquelle les gens ne sentaient pas qu'il était un soldat qui répondait à un général, mais ils sentaient qu'ils faisaient partie de l'élaboration du mouvement. Ça, pour moi, c'est ce qui explique le niveau de mobilisation. Ceci étant dit, si on n'a pas... Par contre, le grand succès de l'Alliance avec les autres organisations étudiantes, c'est comme je le disais, c'est d'avoir réussi à ce que personne n'aille négocier sans les autres. Ça a été très difficile à obtenir, et ça, oui, c'est ce qui a causé la chute, finalement, du gouvernement. Parce que les libéraux, depuis le jour 1, c'est ce qu'ils voulaient. Régler avec les fédérations étudiantes, laisser la classe tout seul, créer une division, et comme en 2005, on rentre en classe un peu déçu, un peu mi-figue, mi-raisin. Mais parce qu'on a travaillé ensemble, parce que la classe était tellement imposante que régler sans elle apparaissait un peu comme une absurdité, on a réussi à se tenir ensemble. Nous aussi, du côté de la classe, il a fallu faire des compromis pour que les fédérations étudiantes disent « OK, on ne fera pas comme 2005, puis on va refuser de négocier sans vous ». C'est parce qu'on a fait ça, oui, qu'on a réussi à pousser le gouvernement à sa limite. Oui, au micro... Pardon, oui. Alors, au micro 6... Julie Ouellette, présidente du SPSQ. En tout cas, moi, je veux saluer votre mobilisation. Vous venez de le dire, vous êtes le regroupement ou la grève qui a duré le plus de jours en manifestation. Nous, en 99, on a fait 23 jours de grève. À la FIC, on en est très fiers parce que pour nous autres, c'était vraiment une mobilisation très forte pendant plusieurs jours. Et quand on a vu la vôtre, celle des étudiants, chapeau.
chapeau d'avoir impliqué toute une population, parce qu'à un moment donné, c'était plus nécessairement votre lutte, juste votre lutte, c'était une lutte citoyenne. Donc, en tout cas, bravo. Moi, j'ai porté le carré rouge, j'étais très fière. Mon fils a participé aux manifestations, j'en étais très fière également. La classe, vous n'avez pas toujours eu le beau rôle non plus. On vous a accusé d'être celui qui alimentait un peu la casse, même que tantôt je me suis trompée, j'ai dit ça fait partie de l'association La Casse et non la classe, non, blague à part. Mais en tout cas, moi je suis très fière de ce que vous avez fait. Vous avez une leçon, vous nous donnez une leçon sur la mobilisation. Et j'ai une question. Par rapport aux deux autres personnes qui vous accompagnaient, est-ce que vous avez refusé, vous, une invitation en politique ou on ne vous a tout simplement pas invité? J'ai refusé plusieurs offres pour me présenter en politique, de plusieurs formations différentes. Pourquoi? Parce que, bien honnêtement, puis je ne dis pas ça pour accuser quiconque, mais je vous donne les raisons de mon choix. Moi, j'ai un respect immense pour la chose publique, j'ai un respect immense pour les institutions, malgré tout le portrait qu'on peut avoir fait de moi dans les médias. Et puis pour moi, c'est quelque chose de très sérieux, la politique. C'est quelque chose qui a encore un sens. Et moi, là, j'ai 24 ans. À l'époque, j'avais 22 ans. Je voyais absolument pas, bien humblement, ce que je pouvais apporter, puis ce que je pouvais, moi, comme individu, mettre en jeu dans l'espace, dans une campagne électorale, puis je voyais absolument pas en quoi j'étais digne de représenter des gens. Puis ça, pour moi, c'est sérieux, représenter des gens. C'est pas un hobby, c'est pas un projet de vie, c'est un engagement qui a un sens profond, qu'il faut faire pour des bonnes raisons, à un bon moment dans sa vie. Je crois d'ailleurs pas, je suis d'ailleurs allergique au concept de politicien de carrière. Et pour moi, l'engagement politique trop tôt nous amène malheureusement sur cette voie-là. Et moi, j'ai donc refusé ces offres-là parce que je me suis... Et peut-être que je les accepterai un jour. Mais pour le moment, j'ai trop de... Je me sens pas prêt, je me sens pas... je sens pas que j'ai quelque chose à amener, moi, encore, en politique partisane. Ça veut pas dire que je me cache dans mon coin puis que j'utilise plus la tribune dont j'ai hérité par la grève pour faire valoir des idées, mais il y a plusieurs manières de faire de la politique. Il n'y a pas juste la politique partisane, au contraire, il y a tellement d'autres moyens de s'impliquer, de s'engager comme citoyen, comme citoyenne. Puis moi, je suis très fier de continuer à militer dans les mouvements sociaux. Pour moi, il y a beaucoup de changements sociaux qui viennent par là. Puis je pense qu'on a besoin aussi de beaucoup d'énergie. Puis il y a quelque chose de très maladif d'ailleurs, hein, à cette habitude qu'ont nos médias de constamment penser que dès que quelqu'un a un peu de visibilité publique, bien que nécessairement, il faut qu'il y ait en politique parce que c'est le choix logique. Et c'est assez que je vais même vous dire que j'ai souvent senti dans les médias que mon choix de ne pas aller en politique apparaissait plus difficile à justifier que le choix d'y aller, qui apparaissait pour l'appareil médiatique comme allant de soi, parce que c'est ça qu'on fait quand on a un peu de capital symbolique dans l'espace public, c'est le chemin naturel d'aller en politique, et de devoir expliquer puis justifier pourquoi j'y allais pas, puis de dire non, je suis sérieux quand je dis que j'y vais pas. J'ai trouvé qu'on m'a souvent plus demandé de me justifier en ce sens-là qu'on a demandé à mes ex-collègues de justifier leur engagement politique. Ça parle beaucoup sur la vision de la démocratie et la vision du politique qui règne dans nos médias. Ça me semble être quelque chose d'assez révélateur. Donc, si je ne me trompe pas, mon temps est écoulé. Je vais quand même l'étendre pour prendre le temps de vous remercier beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir invité également et de m'avoir soumis vos commentaires et vos questions. Et puis, je vous entends beaucoup parler de cette mobilisation-là avec admiration en disant que c'était un mouvement qui était inspirant. C'est vrai, c'est un mouvement inspirant, c'est un mouvement qui m'a inspiré, qui m'inspire encore. Il faut l'admirer, mais il ne faut pas seulement l'admirer, il faut, il faut le refaire. Merci beaucoup. Merci.
C'était vraiment inspirant comme conférencier. Je vous dirais que j'ai retenu les 3 sujets sur lesquels il nous a entretenus: la confiance, lutte et solidarité. On a compris qu'il faut avoir confiance en nous, mais il faut aussi retrouver la confiance en nos luttes, ce que souvent nos membres ont perdu. Alors, ce que je vous dirais, c'est que si on veut avoir un rapport de force solide pour les prochaines années face à un gouvernement libéral, excusez, je ne voulais pas le dire, mais ça a sorti, il va falloir accepter la confrontation avec ce gouvernement-là pour qu'on puisse infléchir un réel changement et faire valoir nos revendications. Il va falloir refuser le jeu de la division dans laquelle le gouvernement va vouloir nous embarquer dans les prochains mois et les prochaines années. Il va falloir être solidaire pour les prochaines années et le Printemps érable a été un exemple de solidarité pour l'ensemble de la population québécoise. Alors, Gabriel, je veux te dire merci. Tu as marqué le Printemps érable en 2012 et tu as marqué le 10e congrès de la Fédération de la FIC. Merci beaucoup. Et je vais remettre un petit cadeau à Gabriel pour son passage parmi nous.